êtes ici, c'est que vous fréquentez la bibliothèque, que vous connaissez notre club de lecture, que vous connaissez notre animatrice Danielle Lorrain et que vous êtes des fidèles usagers. Donc, on est vraiment heureux ce soir de vous offrir cette rencontre très spéciale. Alors, je vais vous présenter nos invités. Évidemment, on a notre invité très, très, très attendu, M. Grégory Charles. Et puis, Danielle Lorrain, notre animatrice. Alors, je vous laisse avec nos invités. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir choisi de venir passer un moment avec nous ce soir. Je sais que le nightlife de Repentigny est très, très excitant. Alors, tu serais surpris, Grégory. Je me sens choyé. Oui, je suis très contente d'être là avec vous ce soir, avec Grégory Charles, qu'on connaît bien sûr comme musicien, chanteur, animateur, chef de chœur, mais ce soir, on le reçoit comme auteur parce que, entre autres, son plus récent livre, Un homme comme lui, dans lequel il rend hommage à son papa, à son père, Lennox Charles. C'est notre livre du mois au club de lecture, notre livre du mois de février au club de lecture de février, au club de lecture de Repentigny. Et on est très content de pouvoir en parler, de pouvoir aussi parler du livre précédent que tu as publié il y a une dizaine d'années, cette fois en l'hommage à ta mère, N'oublie jamais, ta mère Pierrette Saint-Martin. Donc, 2 livres à 10 ans d'intervalle qui parlent de tes parents. Pourquoi? Je vais commencer par le premier. J'ai écrit un livre sur ma mère parce que ma mère était une femme hors du commun. Et puis... Et je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration à les trouver. Moi qui suis une personnalité publique, je trouve qu'on oublie à quel point il y a énormément de choses inspirantes à trouver chez des gens qui ne sont pas des personnalités publiques. Que ce soit en politique ou en sport ou en art ou en n'importe quoi. Monsieur, madame, tout le monde a souvent, de par son expérience, par sa vie, par ses principes, par ce qui l'a animé, ce qui a dirigé un peu ses ambitions et ses objectifs, joue un rôle d'inspiration qui est très, très important. Puis évidemment, monsieur, madame, tout le monde, et monsieur, madame, tout le monde, parce que tout le monde ne les connaît pas. Sinon, ils seraient aussi des personnalités publiques. Et donc, ça revient, je pense, aux gens qui les ont connus de proche, de partager avec le reste de la population, d'une communauté, de partager ce qui les a rendus si spéciaux. C'est important. C'est ça. Ma mère, c'était une femme... D'abord, c'est une petite femme. Le dicton là, du pot puis des onguents puis tout ça, là, je pense qu'elle avait rapport avec ça, mais... Et il y en a peut-être qui vont dire, 4 pieds 11, c'est pas si petit que ça, mais comme mon père mesurait 6 pieds 2, il y a comme... Moi, j'ai passé toute ma jeunesse... Mon père à 6 pieds 2, ma mère à 4 pieds 11, j'ai passé toute ma jeunesse à me demander comment il avait fait pour me faire... Mais ma mère, c'est une fille qui est née une femme qui est née dans les années 30, dans un petit village tout près de Drummondville. C'était la 3e de 3, mais mes grands-parents maternels, donc des Péloquins, des Saint-Martin, des Bergerons, des Vannas, c'est ça, moi, les familles principales proches de moi. Mon grand-père, il était le 17e de 17. Ma grand-mère était la 17e de 17 aussi. Et ils ont pris soin de leurs parents jusqu'à la fin. Puis j'en parle parce que je pense que ça a beaucoup, beaucoup eu l'influence sur ma mère, à moi. Alors, ils ont pris soin de leurs parents. Ils se sont mariés tard. Ils se sont mariés à 44 ans. Les deux, ils étaient nés en 1898. Puis là, ils ont eu des enfants, donc plus tardivement. Ma mère étant la dernière de tout ça. Puis l'éducation, c'était extrêmement important. Fait que ça a fait que ma mère, pour elle, l'éducation et sa curiosité, c'était quelque chose qui l'a menée dans sa jeunesse. Elle a fait des voyages. Ma mère est partie au milieu des années 50. Elle est allée en Russie. Elle a fait des voyages un peu partout. Elle a vécu en France aussi, maman. Elle a vécu en France pendant un moment, c'est ça. Oui. Et puis elle avait clairement un intérêt pour l'étranger. Ma mère, toutes ses chums étaient foncés.
Ce qui fait dire le fameux adage, hein, « Once you go black, you never go back ». Alors, ma mère, c'était toute une dynamo. Hein. Et puis, mon père... Mais c'était ta prof, elle t'enseignait le piano. Quand tu revenais de l'école, tu racontes ça dans le livre, tu n'avais pas le temps de poser ton sac, il fallait déjà que tu fasses tes devoirs, puis qu'elle te pose des questions, puis qu'elle te lâchait pas. Ma mère avait une relation spéciale avec mon sac d'école. Plus importante avec mon sac d'école qu'avec moi. Mais c'est pas juste l'organisation, c'est que ma mère ne supportait pas l'effort minimal. Elle supportait pas ça. Elle détestait le mot satisfaction. Parce que, étymologiquement, le mot satisfaction, ça vient de deux parties. Faction, pour les gens qui ont fait un peu de latin, là, sans doute, vous vous rappelez, facis, facere, là, c'est le verbe faire. Satis, c'est le mot en latin qui veut dire assez. Hein, dans le mot j'ai mangé à satiété, là, j'ai assez mangé. Ma mère, ça la rendait malade mentale que être satisfait, c'était avoir fait assez. Pour elle, ça aurait pris un mot qui était avoir fait tout ce qui est possible. C'est ça la nature de ce qui était ma mère. Fait qu'on comprend pourquoi, quand j'étais petit, c'était jamais suffisant. Ma vie était organisée. Ma mère était un caporal, dans le fond. D'ailleurs, tu racontes que il fallait absolument, à partir de 7 ans, je crois, et t'enseignes le piano, il fallait absolument que tu répètes au moins 1 heure par jour, même le jour de ta fête, même quand tes amis étaient en train de jouer avec tes jouets que tu avais reçus pour ta fête, il fallait quand même que tu répètes ton piano. C'est un bel épisode parce que c'est de ma faute, en fait. Ma mère, ce matin-là, le jour de ma fête, m'a dit « Est-ce que tu veux faire ton piano maintenant? » Je dis « Oh, ça me tente pas. » Elle a dit « OK, mais mes amis arrivaient plus tard. » Puis comme mes amis sont arrivés plus tard, ben là, ça m'était parti l'idée. Puis elle m'a dit, ben, c'est maintenant que tu vas faire ton piano? Puis je vais, ben non, là, on va ouvrir mes cadeaux. Puis elle a dit, écoute, je t'ai offert ce matin, là. Mais... Puis j'ai dit, mais c'est ma fête. Puis ma mère, elle m'a dit, mais les pompiers, là, quand il y a un feu, là, ils disent pas, j'aimerais ça éteindre votre feu, mais c'est ma fête. Alors, chaque moment était un moment pédagogique, probablement. Puis finalement, je suis allé jouer pendant que mes amis ont ouvert mes cadeaux puis ont joué avec mes jouets. Mais puis quand je raconte ça, des fois, les gens disent « Elle était malade mentale. » Elle était sévère. Oui, c'est vrai. Et peut-être que si son fils n'avait pas été... J'ai eu une qualité comme enfant, j'étais docile. J'étais pas rebelle. J'étais paresseux au départ. Ma mère a effacé la paresse. Ça y a pris une dizaine d'années. Pour vrai, là, je me rappelle clairement, et je peux vous le dire vraiment avec transparence, parce que j'ai une fille de 12 et je viens de payer le prix là, de ça. Là, parce que ma fille a été paresseuse à peu près jusqu'au même moment, puis elle le savait parce qu'elle a lu le livre. Fait que... elle le savait. Et puis, alors je suis sûr que ça a donné ma mère d'avoir des habiletés, d'avoir des capacités, d'avoir une tête, d'avoir toutes ces patentes-là, mais d'être paresseux. Et c'est ça qu'elle voulait en rire. Elle voulait pas me dire quoi faire. Elle voulait juste que si je décidais de faire quelque chose, j'allais le faire avec tout ce que j'avais, à offrir. Et pour revenir à la question, j'ai décidé d'écrire un livre sur elle parce que ma mère a été atteinte d'Alzheimer. Ça a été long dans son cas. Il y en a qui partent rapidement. À l'âge de 66 ans. Ma mère, ça a été longtemps. Ça a été une quinzaine d'années là, de déclin, tout ça. Et puis moi, je me suis marié tard. Et puis, j'ai eu des enfants tard. Et quand je me suis marié, même quand ma fille est née, ma mère était déjà assez avancée avec l'Alzheimer. Et je ne vais pas prendre trop de détours, mais moi, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes dans la vie. J'ai commencé à travailler avec des jeunes quand j'étais moi-même un jeune ado. Mais j'ai surtout travaillé avec des garçons. Je travaille avec des garçons, j'ai dirigé des chœurs de garçons, j'ai enseigné la science de façon parascolaire. Puis au moment où moi j'ai commencé à enseigner la science, les filles, il y en avait moins. Maintenant, il y en a partout, mais il y a plus des garçons qui faisaient. Alors finalement, je travaillais beaucoup avec des garçons. Et dans ma tête, un jour, si j'avais des enfants, j'espérais avoir des garçons, pas parce que j'aime mieux les garçons que les filles, juste parce que je me disais, j'ai de l'expérience avec des garçons, je sais quoi faire avec ça, des garçons. Des filles, je sais déjà que c'est bien trop bright pour nous autres, beaucoup trop tôt. Mais j'ai eu une fille. Et là, on dirait que l'élément de panique qui est rentré chez moi, c'est que je me suis dit, je comptais sur le fait que si j'avais une fille, qu'elle aurait une mère, ce qu'elle a, mais que je pourrais référer à sa grand-mère, ma mère, pour qui j'avais le plus grand respect. Elle est arrivée trop tard pour ça. Et mon réflexe, c'était de me dire, comme ma mère ne pourra pas se raconter à ma fille par elle-même, et que ma fille ne saura jamais la grandeur, l'énergie, le dynamisme, l'enthousiasme, la capacité d'amour que sa grand-maman avait, je vais écrire.
je vais écrire sa vie. Sachant bien qu'en écrivant la vie de ma mère, j'allais dévoiler une grosse partie de moi-même. Mais je trouvais que c'était... Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que on te voit grandir, évoluer. Et on comprend ma psychose. Tu parles de ta mère, mais tu parles de ta relation avec ta mère. Oui. Puis tu parles aussi de ce que... Je pense que c'est dans celui-ci ou dans l'autre sur ton père, je ne sais plus, où tu parles du projet Grégory. Comme ça qu'elle appelait ça. Tes parents, là, leur projet, c'était toi. Puis il fallait que ça donne de bons résultats. Et ils étaient intéressés à ajouter des membres à l'équipe, le projet Grégory. Oui. L'équipe Grégory, alors, quand je tombais sur des professeurs que je trouvais particulièrement intéressants, mes parents invitaient des profs à la maison. Mes amis d'aujourd'hui sont, dans bien des cas, des professeurs que j'ai eus quand j'étais au secondaire ou à l'université, parce qu'ils considéraient que le vrai succès, c'était pas où tu te rendais, c'est évidemment le parcours, mais que ce parcours-là, tu le réussis jamais par toi-même. Donc, c'est ta job de remplir ton équipe de gens qui vont... T'aider, croire aux choses auxquelles toi tu crois et être des vrais partenaires. C'est-à-dire pas des partenaires qui disent que t'es beau, t'es fin tout le temps. Des partenaires... Ma mère n'a jamais fait ça, ça dit en passant. Ma mère, elle a jamais dit bravo, elle n'a jamais dit... Je pense que le plus proche d'un bravo que je suis arrivé, là, c'est... en fait, je devrais peut-être le raconter. Moi, je suis tombé de scène en 2005. Je faisais un spectacle au Centre Bell. Je suis tombé en bas de la scène à la pause. Et c'était quand même assez sérieux parce que je suis tombé de 12 pieds, puis mon coude est sorti ici, puis ensuite ça, je suis tombé sur le côté, fait que ça a écrasé mon cubitus. Et puis, fait que j'ai été transporté à l'hôpital, puis à l'hôpital, le médecin, qui était un monsieur d'origine indienne, qui ne savait pas du tout qui j'étais, en joke, il a dit « Hey, j'espère que vous ne jouez pas du piano, vous. » Et c'était pas patiemment drôle. Toujours est-il qu'après avoir été vu par plein de médecins, ils ont dit « On ne sera pas capable de replacer votre coude, vous êtes obligé d'avoir une prothèse, puis donc, par conséquent, vous ne serez plus capable de jouer. » Puis ma mère a donc refusé ce diagnostic parce que c'était son genre. Puis elle s'est mise à la recherche d'un médecin quelque part au Canada qui allait avoir une meilleure solution. Elle en a trouvé un à Toronto qui a dit « Moi, je pense que je suis capable de mettre une barre de titane puis d'accrocher le 13 % de cubitus qui lui reste, puis il va être relativement fonctionnel. » Fait qu'on est allé dans cette direction-là. Et puis, j'ai été opéré. Puis moi, j'avais fait une promesse à ma mère quand j'avais 7 ans que j'allais jouer à tous les jours. Fait que même avec mes 3 doigts qui sortaient de mon plâtre, je jouais quand même à tous les jours. Mais pas tant que ça. Puis, mais la particularité, c'est que tu jouais avec 2 pianos. Mais je faisais, dans ce spectacle-là qui s'appelait Noir et Blanc, je jouais sur 2 pianos. Puis je tournais sur moi-même pendant que je jouais. Puis après l'accident, on a eu une conférence de presse. Puis j'ai dit aux journalistes qui me posaient des questions, ils voulaient savoir si j'allais faire le même spectacle. Puis j'ai dit, ça, ce numéro-là, je serais plus capable de le faire parce que j'ai plus assez de force dans ce bras-là pour me propulser puis me permettre de tourner. Fait que tout le monde a fait que, ben, on comprend très bien. Mon producteur aussi, mon coproducteur disait, hey, il n'y a pas de problème, le reste du spectacle est super, c'est pas grave. Tout le monde était bien heureux de tout ça, tout le monde, sauf ma mère. qui est venue me voir, puis elle a dit, pourquoi tu ne tournes pas dans l'autre sens? Oui. Fait que j'ai pris 4 mois pour réapprendre à faire ce numéro-là sur lequel j'avais travaillé beaucoup pour réussir à le faire. C'est un numéro de virtuosité, là. J'ai pris 4 mois pour réapprendre à le faire de l'autre bord. Puis quand j'ai eu la chance de monter sur scène 5 mois plus tard, j'ai refait le numéro dans l'autre direction. Je n'ai même personne qui s'est rendu compte de ça. Mais ma mère était au courant. Mais donc, le projet Grégory, ça allait loin. Elle t'a jamais lâché. Faut que je finisse l'anecdote parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi ma mère, c'était important que j'écrive à son sujet. Après mon premier show, c'était encore au Centre Bell. Il y avait 17 000 personnes. Mon père qui a été le meilleur cheerleader possible. Là. Ma mère était en charge de l'éducation. Mon père était en charge de la bonne humeur. Et après ce spectacle-là, qui a été un beau succès, là. Il y a 5 mois avant, là, on pensait que ma carrière était finie. Là. Puis là, subitement, ça marchait. Puis en plus, j'avais écrit une chanson entre-temps. I Take of You, ça avait marché. Ça jouait sur toutes les radios. Alors, on était bien contents de notre performance. Puis je suis en coulisses au Centre Bell. Puis là, mon père s'en vient vers moi. Mon père, 6 pieds 2. Il a les bras grands ouverts. Il s'en vient vers moi. Puis je sens l'affection qui s'en vient. Et là, subitement, il voit Jean Béliveau. Puis là, il tourne de bord. Parce que mon père
Mon père, pour vrai, mon père qui a marché avec Martin Luther King et Medgar Evers et Malcolm X et qui a connu des grands personnages de l'histoire de l'Amérique, son héros, c'était Jean Béliveau. Et ce qui est mérité. Mais derrière mon père, il y avait ma mère, 4 pieds 11, avec sa sacoche. Puis elle s'en vient vers moi, puis elle prend mes mains dans ses mains. Puis là, je me dis, that's it. Je vais avoir vécu assez longtemps pour que ma mère me dise, bravo le grand. Mais elle a pris mes mains dans ses mains, puis elle a dit, t'es chanceux. Mais en même temps, vous voyez, parce que ma mère était un cas spécial, mais c'était ma partner, là. C'est le meilleur partner que j'ai eu dans la vie, là. Et j'ai compris. Derrière cette phrase-là, t'es chanceux, il y avait tout ce que il fallait que je me rappelle ce soir-là. T'es chanceux d'avoir ce talent-là. T'es chanceux de l'équipe qui est autour de toi. T'es chanceux de prendre juste 4 mois pour faire une affaire de même. Et c'est ce que j'avais besoin d'entendre d'un vrai partner. Tu racontes en fait que c'est ça, ta mère, tout était prétexte à te donner des leçons aussi. Moi, j'ai pas connu la femme, le fun. Moi, mon père et ma mère ont beaucoup voyagé. Ils ont fait des croisières. Ils ont fait beaucoup de croisières. Ils ont beaucoup voyagé. Ils ont fait des voyages organisés d'abord. Puis ensuite, quand ils ont commencé à faire des croisières, alors je rencontre tout le temps des gens qui ont voyagé avec mes parents. Puis qui me disent, « Ah, ta mère, la folle, elle était tellement comique. » Ma mère n'a jamais été comique, là. Moi, j'ai eu le chef de régiment, là. J'ai pas eu la version. Et mon père aussi m'a dit ça. Mon père était trop baisé avec ma mère. Alors, mon père a lu le livre à la fin, juste avant que ma mère parte. Parce que moi, j'ai écrit le livre en 2013. Et à ce moment-là, je pensais qu'il n'en restait pas pour longtemps pour ma mère, parce qu'elle déclinait tellement rapidement. Mais elle a vécu un autre 4 ans après ça. Mais mon père était tellement dévoué à ma mère. Ils ont habité chez nous pendant un moment, mais mon père, c'est un paladin, là, c'est un chevalier. Là. Lui, quand il a décidé qu'il, pour le meilleur et pour le pire, là, il était prêt pour le pire. Et alors, vers la fin de sa vie, mon père, il a pris un week-end, il a lu le livre, puis il est venu me voir après, puis il a dit, « Ta mère est une femme encore plus fantastique que je croyais. » Parce que ça, il ne savait pas. Ah, il savait qu'elle était en charge du projet Grégory, là. Il ne savait pas jusqu'où elle était prête à aller. Alors, quand il m'a dit ça, là, la puce à l'oreille, là, j'ai compris qu'il était en amour avec la femme que moi, je ne connaissais pas. Là. Celle qui était le fun, qui était drôle, qui était son partner à lui. C'est ça qui est beau. En même temps, j'ai appris de ça. Je suis moi-même un parent maintenant, puis je me rends compte qu'on peut bien décider quel genre de parent on a envie d'être. On peut le décider. Mais en bout de ligne, notre vrai job de parent, à mon avis, là, puis je peux avoir tort, mais à mon avis, notre job de parent, c'est d'être ce que notre enfant ou nos enfants ont besoin quand ils en ont besoin. C'est ça notre job. Puis même quand notre intervention va peut-être nous rendre moins populaires avec notre enfant, va peut-être nous rendre moins sympathiques, mais si c'est ça le besoin, c'est ça notre job. Et alors, j'ai clairement appris ça de ma mère. Et, en bout de ligne, on s'est chicané, il y a plein d'affaires qu'on a vécues. Mais je vous l'ai dit, ça a été mon meilleur partner. Et je pense être en train de réussir ça avec ma propre fille. Ton projet, le projet Julia. Ouais. Je voulais juste raconter, parmi toutes les leçons que ta mère t'a données, tu racontes dans « N'oublie jamais », parce que ça, c'était ta mère qui disait toujours « N'oublie jamais Ouais. ». Avant la leçon, elle dit toujours « Oublie jamais ». N'oublie jamais. Qui est une excellente chanson aussi, de 1954. Donc, tu commences ta première année, tu arrives la première journée et tu te fais tasser dans le coin par des petits gars qui t'insultent et qui te traitent... Nigger Black. Puis toi, tu sais pas ce que ça veut dire à l'époque. Pas vraiment. Moi, je viens d'un village à ce moment-là. Moi, j'arrive en ville. Là. Je viens d'un village où j'étais bien conscient qu'il n'y avait personne d'aussi basané que moi dans ce village-là.
Mais quand le monde disait « Hey, viens aussi, ma noire », c'était... je pense que vous avez compris. C'était quelqu'un qui avait les cheveux noirs. Là. Viens, ma noire, mon noir, etc. Et là, j'arrive à l'école primaire, puis subitement, nigger black, puis je veux pas que mon casier soit à côté du tien, puis etc. Tu n'avais jamais comme, porté attention vraiment au fait que ta mère était blanche, pas plus que ça. Là, non. Tantôt, je l'ai dit, là, puis j'y ai pensé. Pour moi, c'était infiniment plus évident que ma mère était petite, mon père était grand, que le fait que ma mère était blanche, mon père était noir. Enfant, j'ai compris avec le temps, là. Mais enfant, je voyais pas ça du tout. Mais cet épisode-là, ma première journée d'école, je suis retourné à la maison, puis je me suis plaint de ce que j'avais vécu à ma mère. J'allais lui dire, pas de bon sens, il me traite de nigger black. Il y en a un qui voulait tasser son casier, il voulait pas avoir son casier à côté du mien, puis ça m'a fait de la peine. Puis ma mère a dit, ben oui. Et c'était pas son genre d'habitude à... Ma mère, elle était remplie d'amour, c'est juste qu'elle le disait pas, là. Mais elle était remplie d'amour. Mais là, cette fois-là, elle a réagi de façon très désinvolte. Puis moi, vraiment, ma conclusion de kid de 7 ans, ça a été, ma mère, elle ne pourra pas comprendre ça. Parce qu'elle est blanche. Elle ne peut pas comprendre. Et vous rappelez-vous, à l'époque, quand on commençait l'école en septembre, il commençait à faire frais. C'est plus comme maintenant où il fait 28 degrés jusqu'au début du mois de décembre, puis qu'il fait 2 degrés le jour au mois de février, là, comme aujourd'hui. Puis il commençait à être faire un peu frais. Parce que le lendemain, ma mère, elle m'a renvoyé à l'école et elle m'a forcé à porter un béret. Et un béret, là, comme les Français. Et puis, j'ai résisté un peu, mais je vous l'ai dit tantôt. Qualité, j'étais docile. Fait que je suis allé à l'école avec le béret, je me suis fait écœurer parce que je portais un béret, puis je me suis fait écœurer pendant vraiment quelques semaines parce que je portais un béret. Mais ma mère, tricky, il y avait une leçon derrière ça. Tu te fais niaiser parce que tu portais un béret, avant tu te faisais niaiser parce que tu étais noir. Tu te rends compte que peu importe ce que tu vas faire de différent, tu risques de te faire niaiser. Fait que qui va être le boss de Grégory? Qui va décider qu'est-ce que tu fais? Who's going to be the boss of you? C'était ce qu'elle avait dit. Puis, les autres ou toi? Quelle belle leçon. tu peux enlever ton béret, mais... Tu ne peux pas enlever ta peau. Il n'y a nulle part où aller avec ça. Fait qu'il faut que tu acceptes ça. Puis tu vas voir, si tu passes par-dessus ça, les gens vont arrêter t'écœurer. Puis ils vont peut-être te respecter encore plus parce que tu es capable de ce qui est exactement ce qui est arrivé. Ma mère, c'était une machine de pédagogie continuelle avec... Puis là, je viens de le montrer dans ça. Là, elle n'a pas donné la leçon le lendemain. Là. Elle a entendu quelques semaines pour que ça pour que ça cale bien dans ma tête que je me faisais écœurer pour une autre raison. Dans le racisme c'est plus compliqué que ce que je viens de raconter, là. Soit dit en passant, là. La solution du racisme, c'est pas juste qu'on demande aux Noirs de porter des bérets, là. Je veux que vous compreniez vraiment bien. Le racisme, c'est... La discrimination, de façon générale, c'est plus compliqué que ça. Mais pour un kid de 7 ans, dans une classe de kids de 7 ans, c'était pas plus compliqué que ça. J'ai compris rapidement que le kid dans ma classe qui avait des lunettes épaisses, puis la grande flagelle, qui était beaucoup plus grand que les autres, puis l'autre qui était gros, qui voulait devenir pilote d'avion, toutes des gens que c'est facile pour les autres autour de pointer du doigt pour la différence, et il faut construire son caractère. Ma mère était perpétuellement dans ce genre d'intervention-là. Alors, tu parlais de racisme. Ton père, donc, revenons à ton père, lui a beaucoup milité, entre autres, aux États-Unis pour les droits civiques. Donc, tu disais même, il a assisté au discours de Martin Luther King. Mon père a marché avec Martin Luther King et avec l'ensemble des acteurs à partir de 1962. Mon père a une histoire vraiment le fun. Ça vaut la peine de résumer. Mon grand-père, mes grands-parents maternels sont nés en 1898. Mes grands-parents paternels sont nés en 1898. Pas au même endroit, par contre. Quelque chose d'intéressant aussi qui vaut la peine de dire, c'est que, puis ma fille a trouvé ça vraiment très, très intéressant, je le dis dans le livre d'ailleurs, notre ancêtre le plus lointain du côté de mon père, c'est une femme qui a été répertoriée sur un bateau d'esclaves qui est arrivée en 1798. Et puis, j'ai dit 1798, pas du tout, en 1705. Et puis,
Notre ancêtre le plus lointain aussi, du côté de ma mère, un certain Jean Martin, est aussi arrivé en 1705. Et en partageant ça avec ma fille, elle a dit, ils ont tous les deux fait un voyage dangereux. Dans le cas de mon arrière-grand-mère, elle a été capturée, enchaînée, mise sur un bateau puis envoyée en Amérique. Dans le cas de mon arrière-grand-père, c'était un soldat dans l'armée de Louis XIV. Ses choix étaient mourir au front ou s'en venir à Sorel pour se battre dans la neige et le froid. Toujours est-il que mon grand-père paternel, il est né sur une plantation. Alors, histoire rapide, l'esclavage a été aboli en principe dans les colonies britanniques dans les années 1820. Mais vous savez aussi que l'esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865 avec Gettysburg et avec la fin de la guerre de sécession. Mais n'empêche que 100 ans plus tard, il y avait encore des esclaves, il y avait encore du lynching, il y avait encore toutes ces choses-là. Toujours est-il que mon grand-père paternel a été affranchi officiellement à l'âge de 8 ans, donc au début du 20e siècle. Il était sur une plantation de la famille Appleton. Si vous avez déjà bu du rhum, c'est ça. Ils ont du rhum en Jamaïque, à Trinidad, un peu partout. Et il a fait un deal avec le propriétaire. Il a dit, moi, si je continue à travailler ici gratuitement, est-ce que vous pourriez m'envoyer à l'école? Parce qu'il fallait payer pour aller à l'école. Fait que le deal a été accepté. Mon grand-père est allé à l'école. Éventuellement, il va devenir policier, il va devenir doyen de prison. Et puis, il va donc, lui, savoir mieux que quiconque l'importance de l'éducation. Il va avoir, lui aussi, il a eu beaucoup de fun, mon grand-père, il a eu 17 enfants. Ma grand-mère, moins. Ma grand-mère, je pense, a trouvé ça moins le fun. Surtout que mon père était le plus petit, à 6 pieds 2. Et j'ai eu des oncles de 6 et 7, 6 et 8. Et ma grand-mère elle-même mesurait 6 pieds. Alors, je fais partie d'un club select de garçons dont la grand-mère est plus grande qu'eux autres. Anyway. Et mon grand-père a constaté que mon père, de tous ces garçons, était le plus curieux, le plus rigoureux. Ouais. Puis il s'est dit, lui, là, on l'envoie à l'école. Lui, on va essayer de l'envoyer à l'université. On va tous se cotiser, peu importe ce que les autres font, on l'envoie à l'université. Le but étant qu'il revienne de l'université éventuellement et qu'il devienne un soutien de famille pour l'ensemble des frères et sœurs. Parce que la famille était à Trinidad, il faut le dire. La famille était à Trinidad, puis la famille était extrêmement pauvre à Trinidad. Pour les gens qui sont déjà allés à Trinidad, il y a une montagne en plein milieu de la ville principale, le port d'Espagne, qui s'appelle Laventille. Et donc, aujourd'hui, habiter sur le top d'une montagne, c'est pour les gens riches. Mais à l'époque, habiter sur le top d'une montagne, c'était vraiment loin de tous les services, de tous les marchés, de tout ça. Et il n'y a pas tant de choix que de monter en haut de la montagne. C'est une île, là. Alors, c'est ça ou habiter en dessous de l'eau. Toujours est-il que mon grand-père, ma grand-mère, l'ensemble des frères et sœurs sont arrangés pour qu'ils puissent étudier. Mon père, avant de partir aux États-Unis, a fait partie d'un petit groupe select de gens qui avaient une éducation de niveau secondaire, mais qui avaient des connaissances en histoire, qui ont rédigé la Constitution de Trinidad, un pays qui est devenu indépendant en 1961. Pour votre information, vous le savez peut-être, mais en 60-61, il y a plein de pays qui sont devenus indépendants. Plein de pays qui étaient des colonies, qui se sont libérés de leur métropole, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud. Alors, Trinidad, c'en est une. Mon père, donc, la question d'une indépendance et d'une rédaction... Mais il avait milité. Il avait milité pour ça, d'une part, bien sûr. Mais alors, on est à Trinidad. Ensuite, après cet exploit-là de jeune homme, parce qu'il y en a 40, fait qu'il avait 20 ans à ce moment-là, il est allé étudier à l'université de San Francisco, l'Université de la Californie à San Francisco, UCSF. Là, il faut préciser, on est au début des années 60. San Francisco, c'est une ville plus, plus progressive qu'ailleurs. L'acceptation d'homosexualité, les arts, etc. Bon, mais il est là. Et sur un campus, il rencontre un après-midi Martin Luther King. On est en pleine lutte pour les droits civils. Cette lutte-là date déjà d'une décennie auparavant, mais quand même, vous vous rappelez, au début des années 60, c'est John F. Kennedy qui est président. Il promet de créer une loi sur l'égalité entre les gens de toutes les couleurs, sur la capacité d'avoir accès à tous les services, même si ça avait été déjà réglé en 1865. Anyway, mon père est là à Selma, moment historique. Il fait partie des grèves des transports dans certaines villes, des grèves pour souligner à l'ensemble de la population de l'Amérique qu'il y a encore des injustices, particulièrement dans le sud des États-Unis. En 63, il y a la fameuse
En fait, en 63, je devrais commencer par dire, il y a Medgar Evers, qui est un des 3 grands militants avec Martin Luther King et Malcolm X, qui est assassiné dans son entrée de garage. Et c'est ça qui va provoquer cette marche d'un demi-million de personnes vers Washington. Il y en aura 250 000 le jour où Martin Luther King prononce son discours. Mon père est juste au-dessus de son épaule gauche à Martin Luther King, cette journée-là. Mon père faisait de la musique aussi avec tout ça. Donc, a bien connu Harry Belafonte, a bien connu Mahalia Jackson, a connu tous ces gens-là du mouvement des droits civils. Et, comme il est très, très proche de ça, en 65, il y a une conférence qui est organisée à Montréal sur les droits civils. Pourquoi? Bien, parce que les Québécois francophones ont un intérêt pour ce qui se passe dans le restant du monde, se sentant eux-mêmes opprimés chez eux. Puis là, je ne veux pas ouvrir un débat politique là-dessus, mais on comprend bien qu'en 1965, le gros de l'avoir n'appartient pas à des francophones. Le gros de l'avoir appartient à des anglophones, puis qu'il y a clairement une injustice sociale dans tout ça. Alors, on demande à Martin Luther King de venir prononcer ce discours-là en 65, mais il ne peut pas quitter le pays parce qu'il est surveillé par le FBI et il est considéré comme un terroriste. Alors, on envoie mon père. Pourquoi on envoie mon père à Montréal? Mon père a une excuse. Mon père a une sœur qui habite déjà à Montréal. Et qui, elle, est venue habiter à Montréal pour des raisons religieuses d'époque. Elle a eu un enfant en dehors du mariage. À Trinidad, comme au Québec, c'était quelque chose qu'on essayait de cacher, d'occulter. Fait que c'est comme si mon père s'en venait voir sa sœur, mais dans le fond, il s'en vient prononcer un discours. Il prononce le fameux discours au nom de Martin Luther King. Et ensuite de ça, il est supposé repartir le lendemain. Mais il s'en va danser. Ça va danser au Copacabana. Et l'homme anglophone noir de 6 pieds 2 s'enfarge dans la femme francophone blanche de 4 pieds 11. Et that's it. Là, ils vont se rencontrer, ils vont aller prendre un café chez Benz, qui était tout près pour les gens peut-être qui ont cette mémoire-là. Et mon père qui était supposé rester un soir, il est resté 6 mois moins un jour. Pendant tout ce temps-là, il demandait à ma mère, qu'est-ce que tu dirais si je te demandais de me marier? Elle lui disait, demande-moi-le, puis tu vas le savoir. Éventuellement, il lui a demandé... Ça a été long. Ça a pris un certain temps. Et en fait, ce qui a vraiment closé le deal, c'est pas ma mère, c'est ma grand-mère. Parce que ma mère a amené mon père à Saint-Germain-de-Grande-Tempe pour rencontrer ses parents. Et quand mon père est arrivé dans l'entrée de porte, dans la porte, ma grand-mère, elle lui a pas dit bonjour. Elle lui a dit « Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. » Mon père a répondu « Hallelujah. Hey, man. » C'est ça. Alors, si mon père était amoureux de ma mère, mon père était quadruplement amoureux de ma grand-mère. Ça, ce match-là. Ma grand-mère venait juste de voir Lilies of the Field, un film avec Sidney Poitier. Et ce qui est important dans tout ça, puis là, c'est le mois de l'histoire des Noirs, et je m'en suis fait une mission en particulier cette année, de parler des omissions de l'histoire noire, même ici. Et pourquoi je m'en suis fait une mission cette année? Parce que c'est facile pour nous, comme Canadiens, comme Québécois, où le racisme a été vécu de façon infiniment moins violente que chez nos voisins du Sud. C'est très facile pour nous de faire comme si il n'y en a pas, ou il n'y en a pas eu. Mais c'est pas vrai qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu. La discrimination, de toute façon, il y en a. Il y en a tout le temps. Puis en plus de ça, elle n'est pas à sens unique, là. Ça peut aller dans toutes les directions. Mais c'est clair que c'est infiniment moins intense ce qui a été vécu historiquement chez nous qu'au Sud. Disons-nous la vérité, moi, quand mes parents sont mariés en 1967, le mariage entre un homme noir et une femme blanche était illégal dans 42 États américains. Mais pas ici. C'était pire pour les gens d'ici. Un Anglais qui mariait un Français qu'un Noir qui mariait une Blanche. Mais ça ne veut pas dire non plus que parce que c'était pas illégal, que c'était bien vu. Moi, le premier appartement que mes parents ont essayé d'avoir à Montréal, le propriétaire a dit
Il n'y a pas de noir ici. Il n'y aura pas de noir ici. Comme l'univers a une espèce de justice, ce monsieur-là, qui a dit non à mes parents sous prétexte que mon père était noir, mon père a travaillé en orthopédie plus tard dans sa vie. Ce monsieur-là s'est pété une jambe. Et ouais, c'est mon père qui l'a traité des années plus tard. Il y a une justice universelle qui se passe. Et il s'est excusé, puis il s'est avoué avoir été complètement stupide, puis avoir eu une absence de lucidité, mais aussi une absence de décence dans tout ça. Puis, et mon père l'a traité, je dirais même encore mieux que n'importe quelle autre personne, parce que mon père était convaincu que c'est pas l'intellect qui fait avancer les choses, c'est la tendresse. D'ailleurs, sa définition de la liberté, je trouve ça très intéressant. On ne s'arrête pas de dire dans le livre à quel point il était pris de la liberté, que c'est une valeur fondamentale pour lui, mais c'est quoi sa définition de la liberté? Oui, c'est surprenant parce que, évidemment, et surtout pour ma génération à moi, et celle qui me suit, notre concept de la liberté, c'est d'avoir la possibilité de faire ce qu'on veut. C'est ça notre concept de la liberté. C'est Nike, là. Just do it, là. Prends tes propres décisions, réalise tes propres rêves. Et je dis pas que c'est pas ça, la liberté, mais pour mon père, la liberté, c'est pas comme ça qu'il la définissait. Mon père, il disait, la liberté, c'est pas de pouvoir faire ce que tu veux. La liberté, c'est d'aimer quelqu'un ou quelque chose au point où tu te sens contraint de tout faire pour cette personne-là ou cette chose-là. Un exemple de ça, c'est quand donc ta mère était atteinte de l'Alzheimer plusieurs années avant ton père. Ton père s'en est beaucoup, beaucoup occupé, un homme très dévoué, jusqu'à ce qu'il en tombe malade, d'ailleurs. Puis tu racontes que la nuit, quand ta mère a commencé quand même à être pas mal atteinte, il avait peur qu'elle se sauve. Alors, il couchait à côté de la porte, par terre, pour pas qu'elle se sauve. Puis j'avais dit, je disais, écoute, d'abord, on va installer une serrure avec une clé à l'intérieur, ce qu'on a fait. Mais ensuite, il disait, mais tu sais, mettons qu'on oublie la clé, qu'elle utilise la clé qu'elle sort. Il y en a des cas, là, de toute façon, c'était pas farfelu, là, il y en a, là. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui disparaît, puis on se met à la recherche. Mais même dans leur chambre à coucher, j'avais dit à mon père, écoute, on met un loquet sur la porte de la chambre à 4 pieds 11. On n'a pas besoin de le mettre très, très haut. Là, on peut... Mais c'est ça, mon père, sa réponse, c'était, ta mère n'est pas en prison ici, elle est chez elle. Alors, on va pas l'emprisonner. Mais à la place, il se couchait par terre devant la porte. Donc, c'était ça, la liberté pour lui. Oui. Je trouve ça beau, je trouve que c'est un concept pas assez répandu. J'ai écrit le livre sur ma mère parce que je voulais que ma fille sache que sa grand-mère, tout en étant une femme de son temps, femme qui avait une carrière, qui a laissé sa carrière de côté pour élever son enfant, ça, c'est d'une autre époque, là. Enfant unique aussi. Oui, hein? je ne suis pas en train de dire que les femmes d'aujourd'hui, là, c'est ça le standard là, qu'il faut faire. Mais mon inquiétude avec ma fille, c'est que je me disais, si je ne lui explique pas qui a été sa grand-mère et c'est quoi le contexte, alors peut-être se dire que sa grand-mère était vraiment pas féministe, puis était vraiment pas ambitieuse, et rien n'aurait pu être plus faux. Alors, le livre sur ma mère, je l'ai vraiment écrit pour que ma fille comprenne sa grand-mère, et par le même biais qu'elle me comprenne un peu mieux aussi. Mais dans le cas de mon père, je l'ai écrit pour ma fille. Même stratagème d'écrire comme une lettre à ma fille. Mais honnêtement, je l'ai écrit pour partager l'histoire de mon père avec mes concitoyens. D'abord parce que je trouve qu'il y a plein de questions qu'on pose sur l'homme de nos jours. C'est quoi l'homme? Qu'est-ce qu'on veut d'un homme, etc. Mais moi, je pense, indépendamment de c'est quoi notre vision sur la religion, sur la sexualité, sur n'importe quoi, je trouve que mon père, c'est un exemple d'homme, ça. C'était ton héros, en fait. Ta mère, c'est ton capitaine. Puis, alors, il y a l'exemple d'un homme. C'est pour ça que le titre, c'est Un homme comme lui.
Mais il y a aussi l'exemple de celui qui quitte son pays par amour et qui vient construire une vie dans un endroit où on ne parle pas la même langue. Il ne parlait pas français quand Non, il est arrivé. mais ma mère lui a enseigné une toune en français par jour, fait que ça n'a pas pris de temps que... Et elle n'a pas commencé par Soleil, soleil. Elle a commencé par la valse à 1000 temps, là, parce qu'elle se disait, il y a des chiffres, il y a des lettres, il y a des... Fait que pour les gens qui ont rencontré mon père dès la fin des années 60, ils n'auraient jamais pensé qu'il n'était pas... Mais je voulais aussi partager cette histoire-là parce que il y a beaucoup de questions de couleur maintenant, puis il y a beaucoup de questions d'immigration. Regardez, là, aux dernières élections provinciales, le premier ministre sortant nous a annoncé que le débat de ce cycle électoral-là, ça allait être l'éducation. On va parler d'éducation, C'est une bonne idée parce que c'est quand même un sujet qui est important. On a zéro parlé d'éducation pendant ce cycle électoral-là. On a parlé strictement d'immigration. Ça a été juste ça le sujet, parce que c'est un sujet facile à utiliser pour grimper le monde, pour faire grimper le chignon de tout le monde. Et au final, on continue, là. On continue d'aborder la question de l'immigration, question que l'on doit aborder, mais on continue de l'aborder tout le temps par chiffres. Combien on en veut, combien on n'en veut pas, combien on est capable d'en avoir, combien on a besoin. On dirait qu'on est devant le Costco de l'immigration, puis on se demande si on a de la place dans notre autoboucou en arrière pour acheter le nombre d'immigrants dont on a besoin, puis laisser ceux qu'on ne veut pas. Puis là, je ne suis pas en train de nous taper sur la tête comme quoi on manque de sensibilité. Non, c'est pas ça. C'est juste que l'histoire de mon père et plein d'autres histoires sont des histoires extraordinaires pour eux, mais ce sont des histoires québécoises de succès. Lâchons mon père une seconde. Pensons, là, les gens qui sont de ma génération, là, qui en 75, 76 étaient dans une quelconque école où la directrice d'école est venue leur dire « On va recevoir des boat people dans les prochaines semaines. Si vous avez de la place ou si vos parents ont un appartement ou un lit puis ils peuvent en recevoir, vous viendrez nous voir à la fin. » Moi, là, je suis de cette gang-là. Là. On a reçu des boat people. Il n'y a jamais personne qui s'est posé la question au milieu des années 70. Oh là, par exemple, combien on en a besoin? Non, mais je le dis là pour provoquer, mais il n'y a jamais personne qui s'est demandé combien on avait besoin de boat people. On l'a fait parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Fait qu'on a ouvert nos portes. Nous, on en a eu chez nous. On en a eu 4 là, dans la maison, dans notre coin, pendant quelques mois. Puis ensuite, ils se sont retrouvés. Mais comme Québécois, de façon générale, là, le résultat de notre ouverture de frontières pour les boat people de 1975, 1976, 1978, ensuite jusqu'à 80, le résultat de ça, là, c'est des tonnes de pharmacies à travers le Québec et des tonnes d'ingénieurs à travers le Québec. C'est ça le résultat. Des Kim Thuy, parce qu'on recevait Kim Thuy justement la semaine dernière à la bibliothèque. Il nous racontait son aventure de Boat People, justement. On a gagné parce qu'on a été ouvert. Et évidemment, je ne dis pas que toutes les histoires d'immigration sont des histoires de succès, mais ça, c'en est certainement une. Et mon père, le gars qui vient ici, qui décide de vivre ici, qui ensuite de ça travaille dans le secteur hospitalier, qui ensuite de ça fonde le centre sportif et le centre des jeunes dans son quartier, qui ensuite fonde le centre d'intégration, justement, de réception des immigrants dans Côte-des-Neiges. C'est un acteur dont cette communauté-là avait besoin. Il vient d'ailleurs. C'est un acteur dont on avait besoin. Le Québec a gagné. Et la vraie préoccupation à propos des immigrants, à mon avis, surtout sur la question de la langue, parce que, by the way, je nous trouve tellement hypocrite à propos de la langue, parce qu'il y a à peu près la moitié de notre population francophone qui est fonctionnellement analphabète. Et là, on a décidé que les gens qui arrivent d'ailleurs, il faut qu'ils parlent français en 6 semaines. Sinon, on les retourne chez eux. Mais ma perspective là-dessus, c'est pas que mon père... Et remarquez qu'en 1 an ou 2, il parlait français couramment. Là. Mais c'est pas que mon père, l'immigrant, parle français. Moi, ma perspective, c'est que moi, je parle français. Et moi, il n'y a jamais personne, peu importe c'est quoi la couleur de ma face, il n'y a personne qui se demande si je suis québécois ou pas québécois. C'est pas vrai, il y en a des gens qui, des fois, m'envoient des messages. Mais j'ai un ami qui habite ici maintenant dans la Naudière, qui a vécu au Rwanda, qui a vécu la guerre en Afrique.
qui a été dans un camp de réfugiés pendant un bout de temps, cherchait une issue. Il y a eu un enfant pendant qu'il était dans le camp de réfugiés avec sa femme. Un jour, on lui dit « Au Québec, on t'attend. » Il s'en vient. Il arrive ici en hiver. Il débarque à Joliette, sort de la voiture, embrasse la neige. J'avais jamais vu ça de la neige de sa vie. S'installe donc à Joliette, travaille à l'hôpital à Joliette. Il y a un très gros accent africain où on roule les R. Là. C'est parce que les Haïtiens ne roulent pas les R, mais les Africains roulent les R. Puis là, je fais une entrevue avec lui et il y a ses deux enfants qui sont là. Et je lui fais raconter ce qu'il a vécu là. Il a vu l'assassinat de sa sœur, l'assassinat de sa mère, il a vu tout ça. Les deux enfants sont là. Et puis sa femme, puis là, il raconte ça. Puis les deux enfants n'ont jamais entendu ça, là, cette histoire-là. Là. Ils sont nés ici, eux autres. Puis là, il raconte comment c'est terrible ce que j'ai vécu. Puis il raconte tout ce matin-là avec énormément d'émotion. Puis je me tourne vers les enfants, puis je leur dis, ça vous fait quoi d'entendre ça? Et le garçon dit, ouais, ben, je trouve ça quand même assez capoté, là, que mon père ait vécu ça. Noir, avec... Bon, je le raconte pas juste pour l'humour, je le raconte pour dire, c'est ça le véritable objectif de l'immigration. C'est pas, ça me tente-tu de t'avoir, ça me tente pas de t'avoir, c'est, est-ce que l'autre gang, est-ce que la gang qui suit, est-ce que tes enfants vont se sentir chez eux ici, et est-ce qu'ils vont nous sentir, nous, comme étant là, chez eux ici? Et ça... J'ai pas entendu ça dans aucun débat jusqu'à maintenant. J'ai juste entendu toutes des questions légitimes. Est-ce qu'il y a assez de logements? Est-ce qu'il y a assez de ci? C'est légitime. Mais on n'est pas en train de parler d'objets. On est en train de parler d'êtres humains. De personnes qui, by the way, celles qui sont ici, sont aussi des immigrants. C'est juste qu'ils sont des immigrants d'il y a un peu plus longtemps. Depuis loin. C'est ça. Grégory, j'aimerais que tu... parce que le temps file, il y a un événement marquant que tu racontes, entre autres, par rapport à ton père. Je crois que c'est en 1985. C'est quand un de ses frères meurt. Et puis, ben là, il va aller aux funérailles à Trinidad. Et ben, il est obligé d'y aller tout seul parce que ta mère n'est pas acceptée dans la famille de ton père parce qu'elle est blanche. Oui, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis content de voir que vous êtes surpris de ça, là, mais je vous l'ai dit tantôt, là, le racisme, là, ça n'a pas de couleur. Puis c'est pas à sens unique. Là. Du racisme, il peut y en avoir partout. Cependant, c'est pas parce que les autres peuvent être racistes qu'on devrait se dire « Ah, ben on est correct d'abord. » C'est pas ça le point. Le point, c'est d'être conscient. Moi, j'entends souvent les gens dire « Ouais, il y a eu des esclaves aux États-Unis, mais il y avait des esclaves en Afrique aussi. » Effectivement, puis il n'y a rien de glorieux là-dedans. C'est pas... On n'applaudit pas ça. Là. Mais effectivement, moi, ma mère n'a pas été acceptée par les sœurs particulièrement de mon père, mais le reste de la famille n'a pas été acceptée. Est-ce que moi, je trouve ça acceptable? Non. Est-ce que je comprends d'où ça vient? Oui. Les sœurs de mon père, entre autres, se disaient que mon père, comme on dit en anglais, married up. C'est-à-dire, il est allé marier la race supérieure en oubliant d'où est-ce qu'il venait. Puis là, ça les insultait, cette affaire-là. Est-ce que je comprends leur réaction? Oui. Est-ce que j'accepte que le résultat soit de... J'ai une tante qui a craché au visage de ma mère là, quand j'étais tout petit. C'est inacceptable. Maintenant, après ça, c'est inacceptable. Nous autres, on habitait ici, puis... Alors, arrive cet événement-là. Mon père avait un frère qui était un héros national à Trinidad. C'est un musicien avec l'oreille absolue qui a inventé des instruments de musique qui s'appelait Charlot. Et alors, il y a des funérailles nationales. Toute la famille est supposée être réunie, mais effectivement, ma mère n'est pas voulue. Et là, mon père, il est pris, là. Parce qu'il y a une mère, lui aussi, qui s'attend à ce qu'il soit là. Puis moi, mon partner, c'est ma mère, là. Ah, je l'aime beaucoup, mon père aussi, là, mais mon partner, c'est ma mère. Puis le fait... Toi, tu es invité, mais pas... Ah, moi, je suis invité, mais moi, j'ai pas 8 ans, là. J'en ai 17, là. Je n'accepte pas ça, là. J'accepte encore moins ça du gars qui a milité pour les droits civils, là. Parce que moi, de ma perspective, ça se digère pas. Alors, mon père, héros, là, subitement... I don't get it, là. Je ne comprends pas. On a un froid très, très sérieux où on ne se parle pas pendant un bout de temps.
Parce que pour moi, le choix est facile. Tu m'as prouvé depuis que je suis petit que tu l'aimes, cette femme-là, puis que tu n'es pas à faire n'importe quoi pour elle. Comment peux-tu même considérer l'idée de la laisser ici avec moi pour t'en aller à ces funérailles-là? Vous savez, quand on est jeune, on est aussi intransigeant parce qu'on n'a pas tout vécu. Fait que je ne l'avais pas vécu, ce bout-là où tu sais quoi? Mon père avait aussi une mère qui avait élevé 17 enfants, grosso modo. Fait qu'il était allé, puis ça a été difficile de régler ça. Ça a été même beaucoup trop long. J'ai animé plusieurs années plus tard. J'ai animé une émission à la radio qui s'appelait Les Déserts de Toi. Et j'ai invité mon père comme invité dans un de ces shows-là. Et c'est à la radio, en faisant jouer de la musique, qu'on a lavé ce linge sale-là, de ce qui s'était passé. Je pense que ma réaction de kid était louable, mais à courte vue parce qu'on n'a pas tout vécu. Et je pense que sa réaction à lui, ce qu'il a décidé de faire, je pense que ça l'a torturé vraiment pendant des années, jusqu'à ce qu'on soit assez grands tous les deux pour s'expliquer. J'espère ne jamais être dans cette situation-là. Mais en même temps, tout ça n'a pas été vécu dans le secret, là. Parce que souvent, ce qui gruge dans des cas d'inégalité, de discrimination, de toutes ces affaires-là, c'est l'absence de communication. Il n'y a pas eu d'absence de communication. Il y a eu absence on ne s'entendait pas sur qu'est-ce qu'il fallait faire, mais il n'y a pas eu d'absence de communication. Donc, ma mère, soit dit en passant... Oui, elle... Ma mère, elle disait, je trouve ça vraiment très cool que tu prennes mon parti, mais il va falloir que tu te poses de plus importantes questions que ça pour comprendre ce qui se passe. Il y avait encore quelque chose de pédagogique à apprendre. Il y avait encore une leçon à apprendre. Donc, tu as écrit le livre sur ta mère alors qu'elle était encore vivante, mais atteinte d'Alzheimer, alors que tu pensais qu'il ne restait pas beaucoup de temps à vivre. Tu as écrit le livre sur ton père après sa mort. Il y a 10 ans qui séparent ces deux livres-là. Quelle est la différence entre le Grégory qui a écrit le livre sur sa mère puis le Grégory, 10 ans plus tard, qui a écrit un livre sur son père? D'abord, j'ai pas de prétention d'auteur, mais j'aime ça écrire. J'aime ça le lire, d'abord. Ben, tu écris bien. Merci bien. J'aime écrire. Il va falloir que j'écrive d'autres choses maintenant, parce que il est sympathique, le stratagème d'écrire à sa fille. Là. Ça simplifie beaucoup de choses. Parce que les deux livres sont dédiés à sa fille, mais c'est comme toujours des lettres à sa fille, où il explique à sa fille, ton grand-père était comme ça, ta grand-mère était comme ça. C'est un stratagème qui simplifie beaucoup l'affaire. Ça marche. Oui, ça marche. Mais mettons que je vais m'essayer avec quelque chose de moins peureux, là. Un jour. Dans le livre sur ma mère, c'est drôle parce que ma fille m'a fait remarquer en le lisant, elle dit, c'est incroyable le nombre de fois que tu me nommes. C'est beaucoup trop, soit dit en passant. Pour quelqu'un qui aime lire, là, à un moment donné, tu te tannes de lire le nom de ma fille constamment. Mais, quand je l'ai écrit, ma fille avait 1 an. Et je la connaissais pas. Je savais pas c'était qui. Particulièrement comme gars, là, quand on a des jeunes enfants là, qu'on n'allaite pas, là, j'étais présent, là, j'ai changé des couches, puis tout le kit, là, mais je savais pas c'était qui encore. Alors, mon réflexe d'écriture, c'était, je t'appelle par ton nom parce que je suis encore en train d'apprivoiser. T'es qui, toi, dans cette affaire-là? 10 ans plus tard, c'est vraiment une conversation. C'est une conversation qui est beaucoup plus claire. Mais l'autre élément différent, c'est que j'ai écrit vraiment en vitesse à propos de ma mère parce que je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai l'impression que moi, qui ai une vraiment bonne mémoire, que j'allais tout oublier. Si elle partait, là, j'allais tout oublier. Ça pressait d'écrire, ça pressait d'écrire. Dans le cas de mon père a été emporté dans un accident avec une déneigeuse. Ça n'a pas été le fun. Là, c'était... Donc, lui, il est mort, tu t'y attendais pas. Là. Non. Il y avait l'Alzheimer, mais il était quand même... Il était encore très fonctionnel. Il était encore très fonctionnel. Puis en hiver, il y a quelques jours, là, il y a 6 ans, il a été renversé par une déneigeuse et projeté quelques centaines de mètres plus loin. C'est pas une belle fin. Et je me suis senti tellement coupable de ça parce que
mon père, il était pas fonctionnel. Là. Il était fonctionnel même s'il avait déjà eu son diagnostic d'Alzheimer. Mais pour les gens qui connaissent un peu l'Alzheimer, il y a des étapes. Il y a des étapes. Alors, il était à l'étape, mon père, où si on lui disait 10 mots, il n'allait pas être capable de les répéter 5 secondes plus tard. Là. Mais il n'était pas à l'étape où il n'était pas capable de marcher dehors puis ouvrir la porte ou faire à manger. Et puis, cette journée-là, journée de janvier, mon père était resté à la maison. Ma femme qui travaille pour Microsoft était busy jusqu'aux oreilles. Ma fille était toute jeune. J'arrive en fin d'après-midi. Ma fille a un cours de natation. Et puis, ramasse ma fille, met ma fille dans la voiture pour l'amener à son cours de natation. Mon père, qui avait l'habitude d'aller à l'église, mon père était très croyant, il avait l'habitude d'aller à l'église tous les matins. Mais ce matin-là, il n'était pas allé parce que je lui avais demandé de rester à la maison parce que j'allais recevoir un colis. Alors, il reste à la maison, reçoit le colis. Je suis prête, là, je suis pressé, là, c'est bon. Mets ma fille dans la voiture, et là, j'entends pour vrai, à l'intérieur de moi, j'entends ma mère dire « Ton père n'est pas allé à la messe ce matin, peut-être que tu pourrais peut-être aller... » Fait que je rentre dans la maison, j'enlève mes bottes, je me mets à la recherche de mon père pour lui dire « Est-ce que ça te tente d'aller à l'église? Parce que je pourrais aller te reconduire. » Dans le même trajet. Je ne trouve pas mon père. On a une assez grande maison, je ne trouve pas mon père. Je remets mes bottes, je rentre dans la voiture. Là, je vous raconte ça, vous allez penser que je suis fou, là, mais je vous dis ce qui est arrivé. Là. Je rentre dans la voiture, j'entends encore ma mère dire « That's it? C'est ça ton effort? T'es rentré, t'as fait le tour d'une coupe de pièces? That's it? » Je ressors de la voiture. J'enlève mes bottes. Je fais le tour, monte jusqu'au dernier étage. Je trouve mon père en train de lire. Puis je lui dis « Est-ce que tu aimerais qu'en même temps, j'aille te reconduire à l'église? » Mon père vient des Antilles. Et même s'il a vécu sa vie ici, j'imagine que vous savez le beat des Antilles. Fait que je lui dis « Faut que tu te dépêches, papa. Faut que tu t'habilles. Faut que tu te dépêches. » Parce que Julien a un cours de natation. Fait que mon père s'est dépêché à la vitesse de sa vie. Juste pour dire, ma mère, avec l'Alzheimer, trouvait que mon père était là. Fait que mon père, sur le temps passant, homme de son époque, mais il s'en allait pas à messe en T-shirt. Là. Il a mis son complet. Mon père mettait son complet pour aller chez Steinberg. Là. Alors, il a mis son complet. Fait qu'on est encore plus pressés. Là. On est vraiment pressés. Puis on l'embarque dans la voiture. Puis là, il y a un super beau coucher de soleil à 4 heures de l'après-midi. Là. On est à presque ce moment-ci de l'année. Mon père, il fait une remarque à ma fille comme quoi c'est beau le soleil. C'est beau. C'est un homme tellement positif. Je laisse ma fille à la natation. Je vais reconduire mon père à l'Oratoire Saint-Joseph. Je ramasse une couple d'autres affaires. Je lui dis, je peux venir te chercher? Mon père dit, non, c'est correct. Tu as en masse de choses à faire. Je vais revenir. Merci pour tout ce que tu fais. Je sors de la voiture. Je m'en vais rechercher ma fille. Et en revenant, quand je reviens, il y a la police qui est dans notre entrée de garage puis qui nous disent qu'il a été renversé. Fait que, un énorme sentiment de culpabilité. Parce que j'étais responsable de lui. Et puis, je comprends que c'est pas de ma faute qu'un véhicule de déneigement l'ait renversé, mais s'il y a des proches aidants parmi vous, je pense que vous savez ce que je veux dire. Là. Si on part 4 minutes, puis on se dit, qu'est-ce qui arrive si pendant les 4 minutes, il y a quelque chose qui ne marche pas? Alors, ça m'a pris du temps à écrire sur mon père parce que j'avais de la misère à écrire ça. J'ai d'ailleurs écrit le livre une première fois en gardant ce qui lui est arrivé à la fin, pour la fin. Parce que je ne voulais pas affronter ça. En parler. Et là, ça vaut la peine que je vous raconte, mais l'année dernière, j'ai pris une pause. En 2023, j'ai pris une pause qui a entre autres été provoquée par la quantité incroyable de niaiseries qui se dit sur les médias sociaux. J'avais besoin de prendre une pause, d'arrêter de me faire dire que je devrais retourner dans mon pays à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi là, sur quelque chose. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très présent dans les médias sociaux, là, mais enfin. Mais j'avais besoin d'une pause. J'ai décidé de faire une affaire que je n'avais pas faite, mais que j'avais toujours voulu faire. J'ai décidé d'aller faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait par vous. Je sais pas si... Bon. Moi, là, c'était sur mon bucket list de faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et vous savez qu'il y a 3 millions de personnes qui font ça par année. Hein? C'est big, là. Alors, je m'en vais là au début du mois de mars. Et puis, j'ai fait le pèlerinage. C'est quand même presque 800 kilomètres. J'ai vu personne. Mais vraiment, personne.
Fait que s'il y en a 3 millions, ils le font pas au mois de mars. Il a fait froid, il a plu, il a venté, il y avait des ampoules. J'ai voulu abandonner une tonne de fois. Marche. La seule personne que j'ai croisée, c'est dans les gîtes où je me suis arrêté. Mais autrement, pour vrai, j'ai des photos de moi tous les jours, seul, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il n'y a absolument personne. Mon avant-dernière journée, il y a un soupçon de soleil. Il me reste une journée et demie, grosso modo, là, de marche. Et vers l'heure du midi, alors que ça a vraiment été le mois du jambon, parce que j'en ai mangé du jambon là, dans ce mois-là. Mais je suis prêt à m'arrêter pour prendre mon petit lunch. Et, oups, 7 personnes qui s'en viennent dans l'autre direction. Australiens, Néo-Zélandais. Ils ont l'air de bonne humeur. Ils s'en viennent vers moi. Puis là, on jase. Puis là, eux, ils reviennent. Puis là, moi, je leur dis, j'ai vu absolument personne. Mais personne. Moi qui ne sac pas, j'ai envie de rajouter un petit sac avant pour dire personne. Et puis là, eux autres, ils me racontent comment ça a été 3 semaines de transformation fantastique pour eux. Ils sont 7 ensemble. Puis là, je me rends compte que l'espèce de déception. Moi, je voyais le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle comme une affaire là, qui allait changer ma vie. Là. Puis je voyais, j'allais rencontrer des gens comme moi, qui, quelque part dans leur vie, qui soient jeunes ou qui aient 50 ou 70, qui avaient toujours voulu faire ça. Moi, je visualisais ça là, comme un moment d'épiphanie incroyable. J'allais revenir de là avec des histoires à conter. Puis j'ai rencontré telle personne. Et personne pendant tout ce temps-là, jusqu'à l'avant-dernière journée. Et on jase, mais à un moment donné, puis là, je leur dis, moi, là, quasiment tous les jours dans les 2 dernières semaines, là, j'ai eu envie de faire comme, hey, je reviendrai en juillet. Là. Et au moment de leur dire, ben, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, la néo-zélandaise du groupe a dit, hey, sais-tu quoi? On n'est pas si pressé que ça. On retourne avec toi. J'ai vécu ma dernière journée et demie dans un bonheur incroyable. Et ce que j'ai retiré de ça, au-delà des relations avec des nouveaux amis, c'est que dans la vie, les choses se passent rarement comme on souhaite ou comme on imagine qu'elles vont se passer. Mais très souvent, quand on est attentif, les occasions, les événements nous offrent ce que l'on a à apprendre. Ils nous offrent l'occasion d'apprendre quelque chose. Et donc, après ça, j'ai regardé mon livre tel qu'il avait été rédigé, puis je me suis dit, mon voyage est passé à l'envers de ce que je croyais. Je ne devrais pas laisser ça comme ça. Je devrais affronter d'abord ce que ça a été comme événement que de perdre mon père à la fin, et ensuite raconter le reste de l'histoire. Et ça a donné, je pense, une histoire... Ça a donné une introduction très poignante à ça. Parce qu'on comprend que c'est pas le genre de fin qu'on veut pour quelqu'un qui a eu une vie... Mon père, c'est un homme ordinaire quand même, là, mais il a eu une vie extraordinaire, avec des occasions extraordinaires d'être un acteur civique. Mon père était un des premiers militants de l'indépendance du Québec. Oui, un anglophone noir venu de Trinidad, fait partie de la première gang de militants avec des gens comme Tardif, avec des gens comme Jacques-Yvan Morin, puis un paquet d'autres. Encore une fois, une autre conclusion qui est tellement plate que comme Québécois, on se dit toujours ça marche pas, ça va à cause des immigrants. C'est un raccourci niaiseux. Qui d'autre que des immigrants qui arrivaient de pays qui venaient de devenir indépendants pour comprendre la possibilité que celui-ci devienne indépendant? Dans tous les gens qui étaient assis à la table quand j'étais petit, notre maison s'appelait la maison de la République, là, très souvent, parce que les discussions de mon père, de ses amis immigrants qui arrivaient du Portugal, de la Grèce, du Moyen-Orient, qui arrivaient d'Amérique du Sud, tous ces gens-là, c'était autour de la table. Puis eux là, qui arrivaient des années 60, en pleine ébullition nationaliste, eux, ils discutaient de qu'est-ce que pourrait être une république québécoise. Ils ne jugeaient pas de est-ce que ça devrait rester dans le Canada ou pas. C'est pas ça la discussion, là. Non, ils disaient juste qu'est-ce que ça serait. Si on faisait ça, là, ce serait quoi nos principes de base? Hein? Sur quoi on insisterait? Et ils étaient tous crédibles parce qu'ils venaient tous de faire ça chez eux. Puis ils arrivaient ici pour étudier à l'université, pour parfaire une éducation ou des connaissances.
Fait que c'était logique que ces gens-là soient excités par le projet. Imaginez-vous comment cette gang-là a été désexcitée par le projet en 80, quand le réflexe, quand ça n'a pas passé, ça a été de dire « c'est la faute des immigrants ». Même réflexe qu'on a repris en 95. Ça n'a pas marché, c'est la faute des immigrants. La vérité, c'est que 64% des gens à Québec, où il n'y a pas beaucoup d'immigrants, ont voté non dans les deux référendums. Alors, ces raccourcis-là, là, ils sont poches pour nous au complet, mais aussi poches pour les immigrants. Mais mon père et tous ses amis, ils n'ont pas abdiqué, ils n'ont pas abandonné. Ils ont juste décidé de diriger leur engagement politique. Ils ont décidé de le diriger vers un engagement communautaire. Ils sont devenus des acteurs communautaires qui ont fait des centres sportifs, puis des centres d'art, puis des centres de plein d'affaires dans plein d'endroits au Québec. C'était des militants, que voulez-vous? Ils sont arrivés comme militants de chez eux où ils croyaient à un meilleur avenir. Ils n'ont pas changé. Alors nous, quand on reçoit des gens d'ailleurs, c'en est une question qu'on doit poser. On ne doit pas juste présumer qu'ils arrivent d'ailleurs pour s'en venir ici, pour recréer ici ce qu'ils ont fui ailleurs. J'espère que vous comprenez, là, ça ne tient pas la route. Il y en a peut-être qui, pour des raisons religieuses, pensent qu'ils vont s'en venir ici. Puis mais ils doivent être une minorité absolue là, de gens qui pensent qu'ils vont venir ici pour recréer ici ce qu'ils ont vécu ailleurs. Au contraire, ils viennent ici en se disant « check cet endroit qui est déjà fantastique. Peut-être que notre arrivée va contribuer à ce que ça soit encore plus fantastique. » C'est à ça qu'ils pensent. Et c'est à ça, je pense, qu'on devrait tous penser. On devrait tous se dire « Hey, toi le nouveau, là, le survenant, là, qui vient d'arriver, là, qu'est-ce que tu as à contribuer à notre projet? » N'oublie jamais un homme comme lui, donc les 2 livres de Grégory que je vous invite vraiment à lire. Et puis, on a hâte de lire le 3e. On ne sait pas sur quoi. Moi non plus, je sais. Mais c'est pas vrai, j'en ai une idée. Mais il va falloir que je passe par-dessus stratagème. Hey, je sais qu'on est contraint dans le temps, là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des questions? Oui, on va prendre le temps d'écouter un peu vos questions, vos commentaires. Hein, qu'est-ce que j'avais dit? Une chanson? Certainement. Mon père, d'ailleurs, chantait régulièrement dans nos soirées. Il a déjà chanté avec toi sur scène, non? Mon père, à chaque fois qu'il venait voir un de mes shows, je le faisais monter sur scène. Parce qu'il y a une sorte... Mon père, il chantait une chanson en particulier qui est « I'm a slave from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. I'm a slave from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. And it was licks like fire from the white slave master every day, me down on me knees. And it took weeks and weeks before we crossed the seas and reach out the West Indies. And then he make me work. Yes, I work. Oh, Lord, no pay. And then I toiled so hard each day. I'm crying. Oh, I'm dying. Oh, 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 Lord, Lord, I want to be free. Lord, I want to be free. Merci beaucoup. Quand j'étais petit, dans toutes les mon père, son meilleur ami ici au Québec, c'était un Danois, aussi un immigrant, Fritz Bastiansen.
Et je ne sais pas comment, je n'ai rien dit encore sur lui, là, mais je ne sais pas comment vous l'avez imaginé. Mais si vous l'avez imaginé énorme, c'est comme ça qu'il était. Mais un énorme bon vieux. C'était le Père Noël à l'année, là. Son chalet à Warren Heights, c'était comme Acapulco. Et alors, lui jouait de la guitare et mon père chantait toujours des chansons. Et quand j'étais petit, donc, je trouvais ça merveilleux. Je ne sais pas toute l'émotion qu'il y avait dans cette chanson-là, qui raconte l'histoire de l'esclavage en 5 couplets. Mais il le chantait, puis je voyais les gens pleurer, puis je me disais, c'est mon père, ça, qui fait pleurer le monde. Et puis, je trouvais ça bien. En 1975, on était invités, mon père, ma mère et moi, on était invités à la première du spectacle Guys and Dolls à New York. Guys and Dolls, c'est une comédie musicale qui date de 1950. Il y a eu un film aussi avec Marlon Brando et Frank Sinatra. Il y a des chansons connues de ça. Luck, be a lady tonight. C'est des chansons de type américain qui font partie de ça. Mais on était invités là, pourquoi? Parce que dans cette nouvelle mouture de la comédie musicale, c'était un metteur en scène noir qui mettait ça en scène à New York. Et tous les comédiens qui avaient été engagés pour le faire étaient noirs. Et tous les musiciens étaient noirs. Ils avaient repris la musique et ils y avaient donné un caractère un peu plus gospel. Ça allait être intéressant, mais c'est pas tout. C'est que pour l'occasion, ils avaient invité tous les acteurs toujours vivants de ce mouvement pour les droits civils. Alors, je vais avec mon père. On est assis en plein milieu du parterre avec la veuve de Medgar Evers, avec la veuve de Martin Luther King, avec Harry Belafonte, Sidney Poitier, avec Ella Fitzgerald, avec Aretha Franklin, tous des stars de la musique, mais aussi des gens qui avaient été des militants. Et là, Harry Belafonte, Deo, Deo, Harry Belafonte, Daylight come and we wanna go. Alors, Harry Belafonte vient voir mon père, il le prend dans ses bras, il se serre. Et là, je fais comme... Et mon père, c'était pas du tout le genre à raconter showbiz, là. Il racontait pas de ses... Non, il disait ce qu'il avait vécu, puis moi, de ça, éventuellement, je vais faire le tour des États-Unis avec mon père, puis il va me montrer le Sud, puis il va me montrer ce qui se passait. Mais là, il y a Harry Belafonte qui prend mon père dans ses bras. Puis je sais c'est qui Harry Belafonte, là, quand même. Là. Je sais, Matilda, 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 she make me money and she run to Venezuela. Je connais ça, cette affaire-là. Là. Je sais que c'est lui là, qui chantait Down the roads where the nights are gay. Je sais même que c'est lui qui chantait l'original de la toune de Joël Denis. Là. Hey, 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 Lolita, viens plus près de moi. Alors, j'ai beau avoir juste 7 ans, je sais ces patentes-là, puis je suis impressionné par le fait que Harry Belafonte prend mon père dans ses bras, puis je dis, et là, il se tourne vers moi. Et là, il me dit, tu sais que ton père, là, c'était notre entertainer, là, quand on faisait le tour des États-Unis. Attends. Harry Belafonte. Il dit, je la chantais, cette chanson-là, mais je demandais toujours à ton père de la chanter parce que lui, il la chantait pour vrai. C'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine d'écrire un livre sur lui. Tout à fait. Avez-vous d'autres questions? Il y a une demoiselle là-bas qui a une question. Bonsoir. Moi, j'entends pas. Elle a demandé si le prochain livre allait parler de moi. Mais sais-tu quoi? Déjà, les 2 livres parlent pas mal de moi parce que forcément, je raconte de façon... parce qu'il y a eu de la recherche quand même dans tout ça, puis j'ai eu des témoignages des gens qui ont connu mon père, puis... mais c'est sûr que le gros de l'histoire qui est racontée, du récit, il est basé sur la relation entre mon père et moi, entre ma mère et moi. Fait il y a une grosse partie de moi qui est déjà dévoilée. Moi, je commence à comprendre qu'il y a des affaires intéressantes qui sont arrivées dans ma vie. À part mon père et ma mère, il est arrivé des choses intéressantes. Mais je ne suis pas si tenté encore d'en parler. C'est pas vrai, je fais un spectacle de ce temps-ci qui s'appelle Une voix 10 doigts, puis je finis par raconter un paquet d'anecdotes qui ont rapport. Je célèbre 35 ans de carrière cette année. Et puis, merci. Et
je dis pas que 35, c'est un chiffre qu'il faut tant célébrer que ça. Tantôt, on parlait de Michel Rivard, qui célèbre 50 ans. Mais je l'ai entendu, Michel Rivard, au début de son show, dire « Je suis juste surpris d'être encore là. » Puis je pense que quand les gens entendent ça, peut-être que les gens ils se disent « C'est de la fausse modestie. » C'est pas de la fausse modestie du tout. Je suis tellement étonné qu'il y a encore des gens qui répondent présent et disent « Je vais aller le voir, je vais aller l'écouter, je vais aller l'entendre, n'importe quoi. » Mais c'est sûr que maintenant, avec le temps, je me rends compte que, comme mon père, j'ai vécu plein d'affaires, j'ai connu plein de gens. J'ai fait le tour du Canada avec Nelson Mandela il y a plusieurs années. J'ai fait de la musique aux funérailles de la reine d'Angleterre. Tu as fait une grande tournée avec Céline. C'était pas tout à fait prévu comme ça, là, mais... alors, je commence à penser qu'il y a des choses à raconter. Mais j'ai quelques projets pour finir ma réponse à ta question. Mais quelque part, dans quelques années, je pense bien écrire un livre sur ma fille. Pas parce que je pense qu'elle va avoir accompli des choses incroyables, mais parce que je me rends compte que le rapport parent-enfant, on n'en parle pas tant que ça. Pourquoi? Parce que, je suis sûr que les parents vont être d'accord avec moi, pendant qu'on est parents, on est tellement occupés. Surtout maintenant, ils ont tellement d'activités. Mais de la même façon que de raconter l'histoire de ma mère, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, surtout des proches aidants, qui venaient me dire « Hey, moi, là, ça m'a fait du bien de lire ton livre parce qu'on se comprend. » De la même façon, même chose avec mon père, j'ai l'impression que d'écrire un livre sur comment on s'y prend sans avoir un mode d'instruction pour faire de son mieux à élever un enfant, aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet intéressant. Fait que j'ai l'impression qu'éventuellement, ça va être le prix qu'elle va avoir à payer pour être la Pauvre elle! D'autres questions? Monsieur a l'air d'avoir une question. Ma fille, elle vient d'avoir 12 ans la semaine passée. Je suis pas sûr. Non, mais je le dis comme ça parce que moi, les arts, la musique, la littérature, l'histoire, ça me rend heureux, c'est évident. Je viens de vous chanter un bout de chanson. J'imagine que vous avez senti que ça me fait pas mal de faire ça. Ça me met à une place où ça me rend heureux. Ma fille n'est pas aveugle, n'est pas sourde non plus. Elle a vu ça. Puis je ne parle pas de l'avoir vu sur scène, là. Je parle de l'avoir vu dans la voiture, de l'avoir vu à la maison, de l'avoir vu à la campagne. Elle l'a vécu. Donc, c'est un peu comme demander aux enfants à 12 ans qu'est-ce qu'ils aiment manger. Forte chance qu'ils aiment manger ce que nous, on aime manger. C'est nous qui faisons manger. Fait que, alors, jusqu'à maintenant, elle joue du violon, elle joue du violoncelle, elle joue du piano, elle fait de la danse, elle chante. Elle est bonne dans toutes ces choses-là. C'est sûr que je pense pas qu'elle se sent forcée de le faire. Mais mettons qu'elle a eu le même genre de commande que moi j'ai eu de ma mère. C'est-à-dire, si on est pour le faire... Est-ce qu'elle est obligée de répéter 1 heure par jour? Elle joue à tous les jours. Je ne vais pas dire à 1 heure, mais elle se lève à 5 heures puis on fait de la musique de 5 à 7. Quoi? Vous trouvez pas ça sympathique avec une jeune fille de faire un... Vous trouvez pas ça sympathique de faire un 5 à 7 à tous les jours avec une fille de 12 ans? Je trouve ça sympathique. Mais je passais avec ma fille à travers les mêmes choses. Elle est en 6e année cette année. Il y a 2 ans, là, j'ai commencé à lui dire, quand elle avait des présentations à l'école, « Bon, ça va être quoi ta présentation? » Puis là, elle me faisait son affaire. Puis là, je lui disais, « C'est tout? » Puis elle, c'est ça qu'ils ont demandé, papa. Je comprends, mais t'as pas envie de faire d'autre chose? Comme là, ta présentation, on pourrait chanter une chanson sur le sujet. Oui, mais la prof, elle n'a pas demandé ça. Je dis, est-ce qu'elle a spécifiquement demandé de ne pas faire ça? Non, mais tu sais, on n'a pas vraiment de piano dans la classe. Est-ce qu'elle a spécifiquement demandé que ça soit dans la classe? Vous n'avez pas un piano à l'école? Oui, on a un piano à l'école. Oui, mais tu sais, on a 5 minutes. Est-ce qu'on dit que tu allais perdre tous tes points si ça dure plus que 5 minutes? Non. Alors, j'ai commencé là. En 3e, 4e, là, c'était comme ça. Là, maintenant, ses amies sont très heureuses quand elle arrive pour son exposé oral parce qu'ils se disent « Ah, je passerai pas avant demain. »
Et ses profs m'écrivent pour dire « C'est incroyable, c'est le 4e poème de Jean de La Fontaine pour lequel elle nous fait une version chantée, puis elle joue en classe. Est-ce que c'est correct si on le fait écouter à l'ensemble de l'école? » Ça, je vous raconte pas ça pour dire que ma fille est extraordinaire. Je vous raconte ça pour dire que la méthode de la madame qui m'a élevé marche encore. Ça marche encore. Puis, et l'idée derrière ça, c'est que si je voyais que ça la rendait malheureuse, mais là, ça la rend pas malheureuse. Elle est très contente que, dans le fond, il y ait une distinction qui vienne avec elle parce qu'elle en fait plus. Elle en fait plus. Puis elle est aussi consciente que l'attente, maintenant, est toujours un peu plus. Puis c'est tant mieux parce que le mot d'ordre... Et là, c'est moi qui parle, mais ma femme qui est dans un tout autre domaine, qui travaille pour Microsoft puis qui est dans les VP, ça, si elle était là, elle dirait, le mot d'ordre, c'est « Trouve ta montagne ». Puis grimpe. Puis quand tu seras au sommet de cette montagne-là, trouve-en une plus haute, puis grimpe. Fait que j'ai bien l'impression que, je sais pas exactement ça va être quoi ses passions de vie, mais j'ai l'impression qu'elle va grimper une coupe de montagne. Ah, il y a une autre question de madame. Oui. Ministre de l'Éducation. La dame, elle dit, comme vous parlez souvent, comme je parle souvent d'éducation, est-ce que ça m'a déjà tenté d'aller en politique? Moi, je me fais toujours prendre à cette question-là parce que ma réponse sur la question de la politique, c'est que on devrait tous être prêts à aller dans le service public. Que ce soit la politique ou le service communautaire, on devrait toujours être prêts. Si quelqu'un arrive et dit à n'importe qui d'entre nous, « Hey, on a un problème et on identifie que pour le régler, on a vraiment besoin que tu participes », je ne vois pas comment on a le droit de dire non et faire partie du groupe. Bon. Maintenant, pour être un peu plus précis, j'ai zéro envie de faire de la politique parce que c'est complètement à l'envers de ce que j'ai choisi de faire. Moi, j'ai choisi de faire un métier où les gens qui ne t'aiment pas te parlent pas. Et les gens qui t'aiment et qui aiment ce que tu représentes ou ce que tu fais, ils viennent à ta rencontre. Puis ils vont partager 1h30, 2h, 2h30, 3 heures avec toi. Et ils vont venir même l'année d'après ou plus loin. Puis ils vont t'écrire, puis ils vont t'envoyer. Alors, ça, c'est un métier d'amour. Il y a aucun... Même les meilleurs vendeurs de souliers n'ont pas ce rapport-là. Tu sais, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté une paire de souliers, vous la trouvez hyper confortable, puis vous dites, il faut toujours bien que je retourne au magasin pour lui dire au gars à quel point... Mais moi, j'ai choisi un métier où cet amour-là, alors que les gens qui vont en politique partent avec 70% de la population qui leur haït la face. Et pour le 30% de la population qui les a élus, ils sont tout le temps au bord. Il s'agit qu'ils fassent une affaire, ou il s'agit qu'on les voit trop longtemps, puis on est écœurés des fois. Bon. Puis ça, c'est sans compter le fait que le système tel qu'il est encourage à l'immobilisme. Puis, il est compliqué, le système aussi. Hein? Là, on vient de vivre là, un moment là, de négociation avec les profs. Regardez, oubliez la position du gouvernement et la position des profs. Là. Oubliez ça juste 2 secondes. Pensez juste à la position de la population. Tous les gens qui ont des enfants, là, qui ont passé 5 semaines et demie à avoir leurs enfants à la maison, là, ils ne sont pas particulièrement tombés en amour avec les profs et avec leurs syndicats. Là. Ils ne sont peut-être pas tombés en amour avec le gouvernement non plus, mais ils ne sont surtout pas tombés en amour avec les profs et leurs syndicats. Parce que c'est un désagrément, là. J'ai mes kids à la maison. Bon. Moi, je trouve que le fait qu'on ait eu nos kids à la maison pendant 6 semaines et qu'on découvre à quel point c'est fatigant de les avoir, même juste un à la fois, à la maison, devrait nous faire prendre conscience que d'en avoir 35 tous les jours, toute la journée, c'est pas une job à 35 000 $. Puis c'est pas une job qui est en dessous d'être policier pour la SQ non plus. Fait que si tu viens de régler que les policiers à 21% d'augmentation, puis qu'ils font 71 ou 74 000 $, je dis pas que c'est beaucoup ou moins, je dis rien de ça.
Mais qu'après ça, tu vas justifier qu'à 50 000 là, les profs, là, on est vraiment au top. Là. Mais on peut ils pas ont aller quand plus loin. même pas mal plus que ça. Ben non, plus que ça, je comprends. Là. Mais l'échelle commence, puis notre problème, c'est que les profs, le premier 5 ans, on est dur de le traverser. Alors, nous, comme population, notre réflexion aurait dû être « Ah ouais, hein? C'est pas si le fun que ça, hein, avoir 35 kids. Ah oui, finalement, les 2 mois de vacances que nous, on se dit tout le temps, les profs, ils ont 2 mois de vacances. Ils ont 2 mois de vacances. C'est pas 2 mois de vacances. C'est 4 semaines de récupération mentale et 4 semaines de préparation de l'année qui s'en vient. C'est ça, les profs. Puis là, je n'essaie pas de gagner un électorat de profs. Là. Je vous dis, c'est ça, la réalité. Puis en plus, c'est que nos profs, qui sont les gens de première ligne qui dealent avec nos élèves, ils ont une obligation de réserve parce qu'ils sont des employés de l'État. Fait qu'ils ne sont pas supposés critiquer le système. Fait que là, on a des gens qui réfléchissent dans des bureaux à comment est-ce qu'on devrait enseigner, mais on ne demande pas vraiment aux profs comment on devrait faire ça. Puis là, on arrive avec une nouvelle réforme, puis on ne la lit pas. La preuve, il y en a eu une réforme il y a quelques décennies, la réforme de Paulin Chauspé. Et là, dans cette réforme-là, dans ce document-là de Paulin Chauspé, il disait les connaissances, c'est important. Il ne faut pas oublier que les compétences, c'est important aussi. Là, on a laissé ça dans les mains de monde politique. Le monde politique, il a pris cette phrase-là, il l'a coupé en deux, puis il a dit « Fini les connaissances. Ah non, maintenant, c'est les compétences. Ah, il faut travailler ses compétences. » Non, c'est pas ça qu'il avait dit dans sa réforme. Mais évidemment, à part les profs, il n'y a personne d'autre qui l'a lu. Puis là, les profs, ils ont dit « Bon, bien, on va essayer de la mettre en application. » Mais n'importe qui de saint d'esprit sait que la raison pour laquelle Patrick Roy était un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue de hockey, c'est pas juste sa grandeur, c'est pas juste sa personnalité, c'est qu'il étudiait les joueurs adverses. Il y avait un livre sur les joueurs adverses. Il vient d'arriver avec les Islanders de New York et il vient de dire à ses joueurs, faites-vous un book sur vos adversaires. Faites-vous un livre pour savoir que le gardien de telle équipe, il a tendance à porter à droite, il a tendance à se coucher rapidement, il a tendance... La raison pour laquelle Patrick Roy était si bon, c'est ses connaissances, pas juste ses compétences. Bon, mais nous, là, c'est ça notre problème. Notre problème, est-ce qu'il se règle par la politique? Non, il se réglerait par laisser les gens qui travaillent avec les enfants. Et il y en a des mauvais, là, des profs, là. Il y en a des mauvais, comme dans n'importe quel autre domaine. Mais je leur donne le bénéfice du doute, parce que si on décidait de travailler avec nos enfants toute la journée, de supporter nos enfants toute la journée, et ensuite rentrer chez eux pour s'occuper de leurs enfants, le reste de leur journée, je trouve qu'ils méritent beaucoup, beaucoup d'appréciation de notre part. Mais je ne suis pas certain que ma position là-dessus, sur l'éducation, je ne suis pas certain qu'elle passerait le tordeur politique. Et elle passerait encore moins parce que derrière le problème d'éducation, il y a un problème de discrimination. Et là, encore une fois, je ne vous dirai pas ce que je vous dis maintenant pour gagner des votes. Mais s'il y a juste des gars qui enseignaient, on n'aurait pas la discussion qu'on a eue dernièrement. On n'aurait pas un ministre de l'Éducation qui, quand on lui parle de son poste à lui, il nous dit « Attendez, vous n'avez quand même pas comparé être prof avec être ministre de l'Éducation. Va donc te coucher. Va donc enseigner 3 jours pour voir si, en tant que ministre de l'Éducation, tu es capable de... » On n'a pas réglé ça. Le soir de l'élection de Barack Obama, vous allez penser que je prends un détour incroyable, mais le soir de l'élection de Barack Obama, j'étais assis avec mon père. On a regardé toute la soirée. Mon père, qui dans les années 60 a milité, pas pour voter pour un candidat noir, milité pour qu'il ait le droit de vote. Dans les États du Sud, dans les années 60, le droit de vote existait pour les Noirs. Mais quand les Noirs arrivaient pour voter, on leur présentait un récipient comme ça, avec des billes dedans, puis on leur disait, il y a combien de billes dedans? Puis là, ils disaient, 402? Non, tu ne peux pas voter. C'était ça, pour vrai. Medgar Evers, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a été assassiné pourquoi? Parce que c'était un organisateur, pas politique, il n'était pas aligné avec un parti. Il essayait d'organiser la communauté noire pour pouvoir aller voter.
Bon. Alors, mon père a vécu ça, cette époque-là. Mon père a vécu l'époque où il ne pouvait pas rentrer dans les hôtels, il ne pouvait pas pisser dans les mêmes urinoirs, il ne pouvait pas rentrer dans un autobus par la porte d'en avant. Il a vécu tout ça. Il est assis le soir de l'élection de Barack Obama et sa réflexion à mon père, ce n'est pas « Wow, on va élire un président noir ». Sa réflexion à mon père, c'est « Comment est-ce que ce pays-là, raciste comme on le sait, est prêt à nommer un commander-in-chief noir et a toujours pas eu de candidate comme présidente. » Mon père n'était pas malade, n'était pas débile. Il voyait bien que cette discrimination-là envers les femmes est plus intense encore et plus sournoise que la discrimination évidente qu'il y a envers les gens de différentes couleurs. Hey, pensez-y, là. Nous, on est le Canada, là. Et on regarde à côté et on se trouve toujours meilleur. C'est quand qu'on a élu une femme comme premier ministre du Canada? C'est toujours jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Kim Campbell n'a pas été élu. Kim Campbell a remplacé Barry Mulroney parce que Barry Mulroney savait qu'elle allait perdre, puis il a sacré son camp. Alors, nous, le Canada illuminé, là, toujours pas voté pour une femme. Au Québec, nous l'avons fait. Oui. Mais attendez une minute. Parce que si on veut être honnête avec nous-mêmes, là, dans le cycle du Parti québécois, le parti clairement le plus démocratique et parfois le plus cinglé aussi, parce que quand leur chef n'a pas 98% d'appui, il faut qu'il s'en aille. Là. C'est ça que je veux dire par cinglé. Mais dans l'histoire, là, il y a eu René Lévesque, puis il y a eu Parizeau, puis il y a eu Pierre-Marc Johnson, puis il y a eu Lucien Bouchard. Il y a eu Bernard Landry après ça. Quand Bernard Landry est parti, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Parti québécois? Il y a eu un choix. Il y avait un gars qui s'appelait André Boisclair, qui était l'ancien président des Jeunes libéraux du Québec, qui faisait maintenant partie du Parti québécois. Un gars qui avait passé 12 jours à Harvard et qui se vantait d'avoir fait un doctorat là. Un gars, puis là, j'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin mon histoire, un homosexuel dans une province très conservatrice qui avait été ministre de l'Environnement pendant 6 mois. Ça, c'était un choix. Et l'autre choix, c'était Pauline Marois, qui avait été ministre des Finances, présidente du Conseil du Trésor, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, et qui était là, qui n'avait jamais changé de parti, et qui était là depuis des décennies. Et ils ont regardé ça, puis ils ont fait comme on va prendre André Boisclair. Il faut se le dire, ces choses-là. Il faut en prendre conscience. Même dans le parti ultra-démocratique qui est le Parti québécois, ils ont eu de la misère à choisir une fille. Puis une fois qu'ils l'ont eue, cette fille-là, ça a duré combien de temps? Là, je ne suis pas en train de faire est-ce que c'est un bon parti? Est-ce que je vote? C'est pas de la politique, là. C'est juste quelles sont nos tendances. Je vais vous dire une autre affaire. Quand Trump a gagné, il y a un autre mandat avant, là, il a battu Hillary Clinton. Est-ce que vous savez que dans l'histoire des élections au 20e siècle, le Parti démocrate n'a jamais eu si peu de votes féminins que la fois où Hillary Clinton était candidate? Alors là, c'est sûr que les gens vont blâmer d'autres choses. Mais la vraie question, c'est est-ce que les femmes américaines sont prêtes à voter pour une femme comme président? Dans les entreprises, on se dit toujours que les gars sont sexistes. Est-ce que les femmes dans les entreprises acceptent autant de bonté de cœur de voir une autre femme grimper au sommet de l'entreprise? C'est ça qu'il faut se poser comme question socialement, qui n'a rien à voir avec la politique. On pourrait discuter tout ça très longtemps. On peut. Il n'y a pas quelqu'un qui habite pas loin d'ici, là, qui a un grand salon, une grande véranda. En tout cas, avant que Daniel le fasse, moi, je veux vous dire un énorme merci d'être venus d'abord si nombreux, d'être des lecteurs en plus de ça. C'est quand même un de nos défis de société, lire à l'époque où c'est tellement facile de ramasser de l'information en 8 mots dans le petit ticker au bas de LCN ou de RDI. Et c'est pas assez, ça, pour réfléchir. Parce que, en bout de ligne, ce qui nous distingue des animaux, ce qui nous distingue des autres êtres vivants, c'est pas notre inventivité,
Parce que les singes, les orang-outans sont aussi inventifs, sont capables d'en faire des outils. Ce n'est certainement pas notre vitesse, parce que des animaux plus vite, il y en a. Des animaux plus dangereux, il y en a. Des animaux plus résilients, il y en a. De ma perspective, ce qui nous distingue des autres êtres vivants, c'est notre capacité, par la voix, mais surtout par l'écriture, de partager notre expérience avec d'autres. Mon chien, la semaine dernière, a mis sa patte sur le feu. Mon chien en a rencontré plein d'autres chiens. J'en ai conclu que les autres chiens, en faisant « ils n'ont jamais dit « mets pas ta patte sur le feu, ça va brûler ». Fait que je ne sais pas de quoi ils parlent quand ils se parlent au parc à chiens, mais c'est clairement pas de ça qu'ils se parlent. Mais nous, les êtres humains, nous, on a la possibilité de partager par ces cassettes indestructibles que sont les livres, et aussi par la voix, puis par la chanson, puis par le théâtre. On a la possibilité de partager notre expérience de vie. Et c'est extrêmement précieux parce que le moment où on se sent le moins seul, bien qu'on soit entouré de 8 milliards d'autres individus, le moment où on se sent moins seul, peu importe notre couleur, peu importe notre genre, peu importe notre sexe, le moment où on se sent le moins seul, c'est quand on voit chez l'autre une expérience, une émotion partagée. Peut-être pour ça que je suis content et que j'avais l'air de ne pas vouloir partir, là. Mais content d'avoir partagé ces moments avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.